Bonjour à tous. On va lancer cette journée. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôpital du Vinatier pour cette journée de travail sur les troubles de personnalité limite ou troubles de personnalité borderline, limite dans le sens québécois du terme. J'ai le plaisir en tout cas de vous accueillir en tant que psychiatre et référent des urgences ici sur Lyon et notamment de certains dispositifs. C'est l'occasion en tout cas de pouvoir parler du TPL, c'est pouvoir parler aussi de l'évolution de sa position et notamment en France où on voit que les réseaux se créent, se structurent, se développent avec des équipes de différentes villes. On a ici des Toulousains, des Strasbourgeois, des Parisiens, des Lyonnais bien sûr. C'est l'occasion de remercier l'ensemble des membres du réseau lyonnais qui s'est structuré. D'abord l'équipe CARE, créée à l'origine par Charline, qui est ici, qui vient nous voir, mais aussi toute l'équipe CARE qui est ici présente, Centre d'aide à la régulation émotionnelle, qui vous sera probablement présenté au cours, mais aussi le réseau qui s'est construit avec la structuration d'une équipe sur le Vinatier, qui touche maintenant les différents pôles du Vinatier, les collaborations étroites avec Adipsy, avec aussi une structure qui permet d'accueillir ces patients. C'est une journée où on va faire le pont entre la question de la clinique, des diagnostics, de la prise en charge, mais aussi la formation et la recherche, les uns et les autres nourrissant la qualité de la prise en charge des patients et permettant d'optimiser les solutions qu'on peut proposer aux patients en tant que professionnels. Je dois avouer qu'au fur et à mesure des années, la position en tant que psychiatre urgentiste des médecins au service d'urgence vis-à-vis de ces patients en crise qui arrivaient régulièrement a considérablement changé grâce à la mise en place de ces réseaux. Vraiment considérablement, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais ce que l'on voit, c'est moins de passages quand même aux urgences dans ce cadre-là, grâce à des dispositifs qui peuvent avoir une réactivité importante et qui intègrent aussi les pères aidants, les patients dans la réflexion. Tout ça à travers des programmes de formation, mais aussi bien sûr des programmes de psychothérapie spécifiques et une meilleure vision aussi des prescriptions médicamenteuses. On va sortir de ces courses à la pharmacopée pour aller vers un traitement juste. Juste avant de passer la main tout de suite aux deux modérateurs, je tiens particulièrement à remercier Lionel Cailleul parce que c'est sa journée. On va le regretter parce qu'il va il va retourner à Québec, il va quitter sa patrie pour retourner à Québec à la fin du mois. Il est venu pour une année de recherche où on a commencé à parler de neurostime. Vous aurez une présentation dans la journée. Il a déjà beaucoup construit des réseaux, il y participe, il y travaille et c'est vraiment l'expression justement de son travail qui se manifeste ici. Donc merci beaucoup d'organiser cette journée et à bientôt pour continuer dans d'autres cas. Je vais passer la main à nos deux modérateurs, Martin Blais et Arjine Uludag Martin. J'ai bien prononcé ? C'est bon ? Arjine est père aidante, elle est intégrée dans l'association ESPER et elle participe aussi en collaboration, notamment dans ses missions, à un travail auprès des patients au niveau du dispositif Adipsy. Martin Blais est psychiatre, responsable justement d'un secteur de prise en charge des troubles de personnalité dans le cadre d'une structure qui est Adipsy et docteur en recherche clinique avec Mario Esperanza notamment, que l'on connaît bien dans le réseau et notamment dans les formations et dans l'encadrement des familles à travers le dispositif Connexion. Et je vous passe la parole pour modérer la journée et bonne journée de travail à tous. Bonjour à tous, merci professeur Poulet. On est très content d'accueillir autant de monde. Il y a pas mal de monde en visio aussi pour cette journée. Alors, il y a eu quelques modifications dans les horaires, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, il y a eu une annulation de la docteure Julie Desrosiers ce matin pour motif personnel. Donc, on aura un peu plus longtemps de Lionel. Un peu plus longtemps de Lionel qui va commencer à parler ce matin. À 9h45,
On aura la pause café et réseautage. Ensuite, on aura des conférences toute la matinée. Puis, on aura de nouveau un buffet et du réseautage. Et cet après-midi, on a les ateliers. Alors, il y a 4 ateliers. Normalement, vous êtes inscrits sur des ateliers, notamment pour ceux en présentiel, puisqu'en ligne, il n'y en a qu'un seul. Les ateliers, on va les présenter tout à l'heure. On a plein d'intervenants très prestigieux. On est très content de programmer ça, d'avoir organisé ça. C'est surtout Lionel qui l'organise en vérité. Et restez à 9h45 après la présentation de Lionel, parce qu'on a 2 collègues qui viennent nous présenter un projet extrêmement innovant et qu'on est ravis d'avoir ici en présentation à la pause. Voilà, je vais laisser la parole au professeur Lionel Cailleul et je vais laisser Argine le présenter. Eh ben, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. Je vais avoir l'honneur de pouvoir présenter Lionel aujourd'hui, que je remercie encore pour cette journée. Donc, le professeur Lionel Cailleul, c'est un psychiatre et psychothérapeute à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Il travaille dans une clinique de troubles de personnalité avec des programmes de soins sur la thérapie basée sur la mentalisation et la thérapie comportementale dialectique. Il est l'auteur de nombreux travaux de recherche sur la thématique des troubles de personnalité et il a un intérêt particulier pour les techniques de neuromodulation non invasive. Et il est également responsable du programme de formation francophone en ligne qui est le plus complet, à notre sens, créé avec l'Université de Montréal. Donc je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Merci à lui. Merci beaucoup pour l'introduction. Et juste un point, vous avez 45 minutes parce qu'après on a les 15 minutes de questions à la fin pour ceux qui en ont, donc notez-les. Vous, dans le chat en ligne, vous avez un lien qui a été mis pour poser les questions par écrit et on prendra le temps de répondre aux questions à la fin. Docteur Cailleul, vous avez 45 minutes. Donc bonjour tout le monde. Donc pour moi c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vais faire comme dans une pièce de théâtre. Là, je vais mettre le cadre général de tout ce qui va se dérouler par la suite. Donc, on va parler d'innovation dans cette journée. Et dans les conversations qu'on a eues avec le comité organisateur, il y a cette notion que j'ai trouvée très intéressante, c'est que la notion d'innovation, ça dépend quel est votre bagage, d'où vous venez. Donc il y a des fois des choses qui sont connues depuis très longtemps dans telle ou telle zone géographique ou dans la littérature, mais vous n'en avez jamais entendu parler. Donc pour vous, c'est une innovation. Et puis, dépendant de chacun, de nos parcours, de nos bagages, il y a des choses, ça on connaît ça par cœur, ou ça on n'en a jamais entendu parler. Donc c'est une notion qui est complexe, l'innovation, quand on se place du point de vue de l'individu. C'est pour ça qu'on va faire une partie de rappel et puis une partie plus de ce que j'ai appelé les nouvelles de la recherche. J'ai des conflits d'intérêts. Il y en a 2 qui me paraissaient importants. Il y en a un, c'est qu'on a obtenu un financement pour faire de la TDCS. Je vais en reparler plus tard au Québec. Et vous allez voir que j'ai un conflit d'intérêts. J'ai quand même tendance à penser que c'est une bonne affaire, ce truc-là. Et je vais vous en reparler. Et un autre conflit d'intérêts, c'est qu'on a reçu un financement pour la paire aidance. Là aussi, donc j'ai un biais quand je parle de ça. Alors, je vais vous poser une première question. C'est de savoir combien parmi vous, je vais vous demander de lever la main pour savoir combien parmi vous connaissent la thérapie comportementale et dialectique. Waouh, très bien. Et maintenant, deuxième, alors je ne vois pas en ligne, donc je vois que la salle. Et deuxième question, combien peuvent dire qu'ils ont un accès raisonnable pour eux-mêmes, pour leurs patients, pour leurs proches, à la thérapie comportementale et dialectique dans la zone géographique où ils sont? Ouais, génial. Donc en théorie, tout le monde connaît, ou quasiment. En pratique, personne n'a accès. OK. C'est un peu le cœur du message là, que je voudrais amener en parlant d'innovation. C'est que quand on parle d'innovation, on vient amener 2 éléments. Un élément qui est plus l'espoir, c'est-à-dire sachez quand vous travaillez avec des patients et que vous ne trouvez pas de solution, que vous êtes vous-même avec une expérience de trouble de personnalité limite. Ah oui, je dis TPL, comme l'a dit professeur Pourlet. Au Québec, on dit TPL, trouble de personnalité limite. C'est la même chose que borderline. Je vais essayer de dire borderline.
Donc l'innovation, c'est avoir conscience qu'il y a des choses qui sont nouvelles, qui se préparent, qui pourraient changer la vie des gens. Donc c'est un message d'espoir qu'on veut passer. Et en même temps, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, c'est, de mon point de vue, pas acceptable. Je prenais l'exemple de la TCD, j'aurais pu prendre d'autres exemples. La thérapie comportementale et dialectique, on est dans les années 80 quand ça se construit, on est dans le début des années 90 quand c'est validé par des recherches cliniques, et c'est toujours pas disponible partout pour les personnes qui vivent avec ça. C'est juste scandaleux. Donc, on ne voudrait pas que ça se répète avec les prochaines innovations. Donc, on a besoin que toute la communauté soit au courant de ce qui se prépare, puis commence à réfléchir à ce qui pourrait être implanté, ce qui est intéressant, ce qui l'est moins. On a besoin qu'on avance tous ensemble. Donc, ce sera les deux messages principaux. Et le plan que je vais suivre, ça sera de vous faire en bref un résumé du trouble de personnalité limite pour mettre tout le monde au même niveau. Donc évidemment, ceux qui connaissent bien ça vont trouver ça un peu ennuyeux, ils feront une petite sieste. Et puis pour les autres, ça va vous permettre de mieux comprendre tous les orateurs qui vont suivre et les ateliers. Et puis la deuxième partie, on va parler de ce qu'il y a dans la littérature scientifique dans les dernières années en termes d'innovation thérapeutique. Donc le diagnostic de troubles de personnalité limite, alors d'abord, sachez que les gens peuvent être en désaccord, en conflit, il y a plusieurs classifications, ça c'est l'histoire de la psychiatrie, c'est pas spécifique aux troubles de personnalité limite, mais pour le TPL, le trouble borderline, pardon, il y a une spécificité supplémentaire, c'est que, par exemple, dans la classification américaine, le DSM, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce mot DSM, donc la classification des troubles mentaux, on n'arrive tellement pas à se mettre d'accord qu'il y a deux classifications dans le même manuel. Donc il y a une classification qui est celle qu'on utilise le plus souvent, et il y a une alternative qui est plus dimensionnelle. Mais en gros, si on doit retenir les mots-clés, je dirais que c'est instabilité et impulsivité. Instabilité des émotions, instabilité dans les relations, dans la façon de se voir soi-même, impulsivité dans plusieurs domaines, les dépenses, la conduite automobile, l'alimentation, la sexualité, etc. Donc instabilité, impulsivité, on est quelque chose qui démarre à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. La prévalence, ça c'est très important, on commence à rentrer dans ce qui est important pour l'innovation. Prévalence en population générale, je préfère dire 1%, méta-analyse de Volkert 2018. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la prévalence dans la population clinique. Donc il y a plein de chiffres et c'est probablement, ça dépend de là où vous travaillez. Donc au minimum 10%, 20%, 30% des personnes que vous croisez dans les systèmes de soins de santé mentale ou de psychiatrie présentent un trouble de personnalité borderline. Autrement dit, c'est extrêmement fréquent, donc tout professionnel de santé devrait parfaitement connaître ce trouble puisqu'il est dans nos hautes fréquences de troubles. Et non seulement il est fréquent, mais il est sévère. Au cours de mes promenades, souvent il m'arrive de voir que les gens considèrent la schizophrénie comme plus sévère que le trouble de personnalité borderline ou le trouble bipolaire plus sévère, comme s'il y avait quelque chose qui était moins grave avec cette affaire-là, qui va conduire à ça a des impacts, hein. On va faire sortir plus vite d'hospitalisation, on va donner moins de tel ou tel type de soins. Donc la représentation qu'on a est importante, alors que dans les faits, c'est un trouble qui est extrêmement sévère. Si je prends la mortalité, on est sur au moins 10 années de perte de vie par rapport à la population générale. Il y a des études qui vont jusqu'à 20-25 ans. Donc on a une perte d'années de vie. Comment perd-on ces années de vie ? Par le suicide. Donc c'est comme une préoccupation très importante dans la prise en charge, dans ce qu'on fait dans les interventions. On veut éviter cet outcome, on veut éviter le suicide, mais aussi toutes les maladies physiques sont plus représentées et participent significativement à la perte d'années de vie. Donc quand on pense innovation, je vais le redire, on voudrait que nos chercheurs ils travaillent à la fois sur la question du suicide, mais aussi sur la question du corps, ce qui est moins naturel. Les comorbidités sont extrêmement fréquentes, on pourrait dire co-occurrence si vous préférez, c'est-à-dire les troubles qui sont associés. Si je le dis simplement, c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite sans autre chose. En général, c'est comme un combo, c'est vendu avec plusieurs autres troubles.
Et il y a des troubles qui sont extrêmement importants, comme le stress post-traumatique, important parce qu'ils vont ils vont ralentir l'évolution, ils vont faire une évolution plus difficile pour les patients. Stress post-traumatique, troubles liés à l'usage des substances. Il y a des troubles qui ont un intérêt important quand on va prendre en charge en psychothérapie. Je pense au déficit d'attention. Donc, Sébastien Webel va nous en parler plus tard dans la matinée. Si vous avez du mal à vous concentrer, c'est un petit peu compliqué de faire des séances de thérapie. Le trauma, c'est un prédicteur de mauvaise évolution, et on va avoir ce matin Louisa Weiner qui va nous en parler et de comment notre regard sur le trauma a changé. Et le troisième aspect dans la sévérité, c'est la société. C'est parfois difficile pour les personnes qui vivent avec un trouble de personnalité limite de s'insérer dans une vie sociale. Il y a aussi des répercussions. Comme on dit que c'est un trouble relationnel, il y a des répercussions sur les proches, sur les enfants. Ça fait comme une tache d'encre en buvard, là. C'est pas simplement l'individu qui en est affecté, ça va avoir des répercussions. Et aussi, la société a un impact sur les personnes. On a beaucoup de stigmatisation, de discrimination que doivent vivre les personnes qui ont un trouble de personnalité borderline, et en particulier dans les milieux de soins de santé mentale. Dans les milieux psychiatriques, c'est pas là où il y a le moins de discrimination, loin de là, suivant les études. Alors, je sais pas dans vos milieux respectifs, mais c'est souvent quelque chose qu'on retrouve. Et plus les gens augmentent leurs compétences, plus cette discrimination diminue. Alors, on est super content que vous soyez là à prendre le temps de réfléchir et d'apprendre. L'évolution, on distingue d'un côté l'évolution des symptômes. Dans la majorité des cas, les symptômes, 80% des cas, les symptômes vont diminuer avec le temps, tant et si bien que les personnes ne présentent plus les critères nécessaires et suffisants pour un trouble de personnalité borderline 10 ans après le diagnostic. Alors que le fonctionnement, c'est-à-dire la capacité à s'insérer, à travailler, à avoir une relation significative, ça c'est plus difficile. Alors ça c'est important quand on va parler d'innovation, parce que si on dit que les symptômes ont tendance à diminuer presque par eux-mêmes, ils sont moins intéressants que le fonctionnement. Et Julie Desrosiers devait nous en parler. Malheureusement, on s'est reporté à une autre fois. Le fonctionnement, c'est comme un cœur d'intervention. Et je ne sais pas si Clémentine Estric nous en parlera cet après-midi dans l'atelier. Mais dans la philosophie des premiers épisodes psychotiques côté canadien, je connais que ce côté, c'est vraiment un cœur dans l'intervention. On veut d'abord parler de fonctionnement presque avant les symptômes. Mais il y a des symptômes, comme on l'a dit, les symptômes traumatiques, l'usage de substances, etc., qui vont avoir un impact sur l'évolution. L'étiologie, c'est moins important pour la journée, donc je passe assez vite. Il y a des facteurs à la fois génétiques, il y a des facteurs à la fois environnementaux, dont des invalidations de l'enfance. Souvent, on retrouve des abus, des choses difficiles. On retrouve à l'adolescence souvent des formes de bullying ou d'harcèlement. Et puis le traitement, donc à l'heure actuelle, le traitement recommandé en première intention, c'est la psychothérapie spécialisée, les thérapies comportementales et dialectiques, la mentalisation, la thérapie centrée sur le transfert, STEPS, la thérapie des schémas. Enfin, il y en a plusieurs qui ont été validées. Mais c'est vraiment la première recommandation. Donc si vous n'avez pas ça dans votre secteur, je dirais que c'est la première chose à mettre en place, parce que c'est le traitement de base. C'est un peu comme si vous me dites, moi je suis dans un hôpital mais j'ai pas d'antibiotiques. Ok, c'est un petit peu embêtant quand même, on est un peu là. Le traitement recommandé à l'heure actuelle, c'est celui-là. Alors maintenant, je vais vous inviter à prendre vos cellulaires, parce que je vais vous donner une série de ressources avec des codes QR. J'espère que ça marche. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'Association psychiatrique américaine a sorti en novembre 2024 le dernier guide de prise en charge sur le trouble de personnalité limite. À ma connaissance, c'est le guide le plus à jour dans le domaine. On peut ne pas être d'accord avec ce guide, il n'y a pas de problème avec ça, mais en termes de chronologie, c'est le plus récent. Donc, c'est l'Association américaine de psychiatrie. Donc, ça a 2 défauts. Le premier défaut, c'est que c'est en anglais, donc si vous êtes moins à l'aise avec l'anglais, il faut utiliser des traducteurs. Et le deuxième défaut, c'est que c'est psychiatrique. Donc, par exemple, si vous êtes psychologue, il ne s'adresse pas à vous. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes.
Et dans le code QR que j'ai mis, c'est un petit jeu avec, enfin pas un petit jeu, une checklist pour vérifier si dans votre pratique vous respectez les recommandations ou pas de l'Association américaine de psychiatrie. Donc c'est pour faire comme un petit checklist. Vous pouvez le faire simplement de mémoire comme ça, ou encore mieux, vous prenez 3 de vos derniers dossiers et puis vous regardez si vous faites vraiment ce que vous pensez faire. Donc ça c'est une petite checklist pour vérifier si vous êtes à jour sur les recommandations. Ça, c'est de la publicité. Prochain colloque francophone sur les troubles de personnalité. Donc, il y a des grands rassemblements sur les troubles de personnalité. J'ai choisi celui-là. Là aussi, j'ai un conflit d'intérêts. Mais là, je l'ai choisi parce qu'il est francophone. Donc, il est à Québec le 2-3 octobre. Donc là, c'est la communauté troubles de personnalité avec des chercheurs, des cliniciens, des personnes qui vivent à l'expérience, des familles qui se retrouvent. Ce colloque, pour ceux qui ne savent pas, en octobre, la ville de Québec, c'est le paradis. C'est absolument extraordinaire. Il y a les couleurs sur les forêts, là. Vous pouvez imaginer les forêts rouges, là, c'est vraiment somptueux. La ville de Québec est extraordinaire aussi, très jolie ville. C'est une des seules villes européennes et en Amérique du Nord, donc c'est un truc très curieux. Donc ça vaut le coup de venir. Ça vaut le coup de participer à cette communauté et ça se fait aussi en hybride pour ceux qui voudraient préserver leur bilan carbone ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer, notamment pour des raisons financières. Donc vous pouvez y participer aussi en virtuel, malheureusement avec 6 heures de décalage horaire. Ça, c'est un cours qu'on a monté avec plein de gens. Il y en a plein qui sont dans cette salle. Un cours sur le trouble de personnalité limite en ligne. C'est un cours qui a été fait avec des experts francophones internationaux et avec des personnes qui vivent avec l'expérience. Donc il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de matériel à la fois scientifique, pratique et aussi de l'expérientiel. Le cours, dépendant où vous pouvez demander des crédits et c'est payant. Et puis si vous ne demandez pas de crédit, ce n'est pas payant. Donc vous avez la chance d'avoir plusieurs réseaux auxquels vous pouvez vous affilier pour progresser. Donc j'ai fait un choix éditorial. Donc s'il y en a qui trouvent que j'ai des biais, ils ont raison. Mais s'il y a d'autres réseaux qu'il faut signaler à la pause, c'est un bon moment pour le signaler. Ça, c'est le réseau francophone de thérapie comportementale et dialectique. La thérapie comportementale et dialectique, c'est celle qui a le plus haut niveau de preuve. Donc si vous ne savez pas quoi faire comme traitement, vous commencez avec ça. C'est pas plus compliqué. Puis là, ils font le réseau francophone. Il y a plein de gens qui pourront en parler au cours de la journée. Mais ils font plein d'événements, de rassemblements, de formations, de webinaires. Donc c'est vraiment, il faut le connaître. Pour ceux qui préfèrent des méthodes plus psychodynamiques, plus introspectives, il y a la mentalisation qui est une autre forme de thérapie qui, elle aussi, est validée. Qui est peut-être moins spécifique au TPL, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'être plus large. Et il y a aussi un réseau et il y a un MOOC sur la mentalisation fait par nos amis genevois. Et donc là, vous pouvez suivre le fil, vous allez attraper le site du réseau, mais aussi par ce biais-là, le MOOC. Si on va du côté des ressources pour les personnes qui vivent avec un trouble de personnalité borderline ou limite, ça, c'est le site de l'association au Québec, Association québécoise pour les soins, recherche et troubles de personnalité. L'intérêt pour les gens dans la salle, c'est que vous avez des capsules de psychoéducation, vous avez des fiches pour les patients, donc il y a plein d'informations pour les personnes qui vivent avec l'expérience. Donc c'est assez sympathique parce que même si vous êtes très occupé, vous pouvez à tout le moins donner ce niveau d'information minimale aux personnes qui le souhaitent. Côté, ça c'est la version strasbourgeoise. Donc là, c'est des vidéos sur la thérapie comportementale et dialectique avec, on explique les stratégies. Donc c'est aussi une façon de passer l'information. Connexion familiale. Donc connexion familiale, ils ont un stand dans le hall. Donc on vous invite à la pause. Si vous ne connaissez pas connexion familiale,
et vous avez loupé des chapitres. Donc il faut absolument que vous alliez à la pause rencontrer l'équipe Colette qui est venue, pas seule si j'ai compris, pour présenter Connexion familiale. Donc je vais en reparler dans les études plus tard, mais c'est un support aux proches. Et ça, c'est pour ceux qui sont de la région, de Lyon, ça, vous devez absolument adhérer à cette association. Et d'abord pour savoir, c'est le réseau lyonnais de troubles de personnalité. Donc il y a plein de collègues ici qui en font partie et on vous invite à considérer l'adhésion. Donc voilà, à ce niveau-là, j'espère avoir mis très rapidement l'assistance au même niveau. Et on va parler d'innovation. Quand on regarde l'innovation, à partir des données que j'ai présentées juste avant, on se dit que ce qu'on voudrait, c'est que les chercheurs ils nous aident à améliorer l'espérance de vie des patients. On aimerait qu'ils vivent plus longtemps. On l'a dit, 10 années au moins de perte d'années de vie par rapport à la population générale. On aimerait combler ce gap. Et pour ça, il faut travailler sur la question du suicide et la question de la santé physique. On voudrait que les chercheurs ils nous aident quand même à diminuer les symptômes. Comme je l'ai dit, c'est peut-être moins notre préoccupation, mais c'est quand même une préoccupation, en particulier sur les populations qui ont des comorbidités. Le stress post-traumatique, abus de substances, déficit d'attention, qui sont des populations sur lesquelles la complexité est un peu plus élevée. On voudrait que les chercheurs ils aient un focus sur le rétablissement. Comment on peut faire pour que les gens fonctionnent mieux, soit une qualité de vie qui les satisfasse, un sens à leur vie qui leur convienne. Et on aimerait que les chercheurs nous aident à trouver des solutions pour déstigmatiser, pour qu'il y ait moins de discrimination dans les réseaux de soins, qu'il y ait un rapport à la société qui soit plus simple, que les personnes qui vivent avec un trouble de personnalité aient plus de facilité à trouver ou maintenir un emploi. Donc des choses qui vont être autour de l'interaction avec la société. On voudrait aussi qu'ils réfléchissent en termes d'étapes. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit au début, c'est des gros volumes. Donc quand vous êtes dans votre secteur de psychiatrie, avec, je crois que c'est 70 000 habitants pour un secteur, je ne sais plus, enfin, de ce que j'ai compris, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de ressources et que vous voulez organiser des soins, vous avez 20-30% de la population clinique qui présente des symptômes de TPL, donc ça fait beaucoup de monde. Donc si vous vous dites, moi je vais mettre un programme de TCD et je vais traiter tout le monde, il va vous falloir des années. Ça va être vraiment compliqué. Donc il faut, ce qu'on suggère, c'est d'avoir plusieurs étapes dans votre organisation de soins, des choses qui sont universelles. Par exemple, des programmes de prévention du suicide qui s'adressent à tout le monde, y compris les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Des programmes pour les gens qui ont un trouble de personnalité limite non résistant, c'est-à-dire quelque chose qui va être amélioré avec des soins simples. On veut des soins pour les gens qui ont un trouble de personnalité modéré. Et puis, on aimerait qu'il y ait des choses qui soient programmées pour les personnes qui ont un trouble de personnalité sévère, résistant aux stratégies thérapeutiques de première intention, comme on le fait en dépression, schizophrénie ou autre. On a plusieurs lignes de traitement. On a besoin qu'il y ait ces plusieurs lignes de traitement parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se dit dans la littérature. Alors, on a fait une revue de portée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on va regarder qu'est-ce qui est publié dans les articles scientifiques et on essaye de se faire une tête autour de quelques questions. C'est un exercice fastidieux parce qu'il faut aller chercher les articles, il faut lire les articles, aller chercher des informations. Et donc pour ça, je me suis fait aider par Samuel Saint-Amour, qui est professeur de kinésiologie. Donc c'est un spécialiste de l'activité physique dans le trouble de personnalité limite. Donc lui, il a fait des publications sur comment l'activité physique améliore la régulation émotionnelle. Et donc il a eu l'amabilité de m'aider pour qu'on puisse vous présenter des choses aujourd'hui. On a fait une revue de portée sur les dernières années. On a regardé 2019 à mars 2025. Donc, on a regardé qu'est-ce qui sortait comme innovation. Et on a essayé de faire une cartographie et de voir sur quoi portaient les innovations. C'était difficile, notamment pour la question que je vous disais au début, c'est comment on définit ce qui est innovant et ce qui n'est pas innovant. On est passé à travers 545 études, on a sélectionné 90 sur les titres et les abrégés, puis on a retenu 69 articles sur la période. Attention, donc à partir de maintenant, faites attention.
J'ai mis des petits bonhommes dans tout le reste de la présentation, des bonhommes rouges, donc qui ne sont pas contents, des bonhommes neutres et des bonhommes qui sont contents. C'est pour signaler là où il y a des bons résultats, des résultats mitigés ou des mauvais résultats. Attention, j'insiste beaucoup, toutes les données que je vais présenter sont des données pilotes, des fois c'est des rapports de cas, donc c'est vraiment pas solide comme données. On est sur l'innovation, on réfléchit, sur de possibles pistes. Je vous présente pas des choses sur lesquelles on est sûr que ça marche ou on est sûr que ça marche pas. On est sur l'innovation. Donc tout ce que j'ai dit avant, on est assez confiant. Des fois, on est confiant, puis on change d'avis plus tard, mais pour l'instant, on est assez confiant sur ce que j'ai dit. À partir de maintenant, on n'est pas confiant. J'ai quand même mis des petits bonhommes parce que ça nous aide à nous représenter les pistes qui sont un peu plus intéressantes. Ça, c'est la géographie des publications. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la masse des publications est plutôt du côté européen. Le chiffre dépasse 69 parce qu'il y a des gens qui collaborent en recherche et donc des fois, les recrutements vont se faire dans plusieurs pays, mais c'est l'Europe qui est le leader en termes d'innovation dans le domaine, selon ce travail, et particulièrement l'Allemagne. L'Amérique du Nord est numéro 2, et vous voyez surtout l'Afrique qui est à 0. Donc c'est important parce que dans les aspects culturels, dans l'aspect de comment on conçoit le soin, il faut avoir ça, c'est que dans les études actuelles, c'est le recrutement qui est fait à l'heure actuelle. Alors, comme on est à Lyon, je mets les études qui ont été faites en France. Donc, sur la période, il y a une étude qui a été retenue pour la France. Nombre de publications, on est sur environ une dizaine de publications par an. En quoi ça vous intéresse? Dans le sens où c'est encore lisible. Si vous voulez vous tenir au courant de l'innovation, une dizaine par an, vous devriez être capable de pouvoir regarder ça. C'est une estimation, je ne sais pas si c'est vrai, mais mon estimation, c'est que dans d'autres champs, par exemple la schizophrénie, on doit être plutôt proche d'une centaine par an, en termes d'innovation, de médicaments, de prise en charge, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué si vous voulez vous tenir à jour dans les locomotives de financement de la psychiatrie. Les méthodologies qu'on va retenir ici sont très diverses. La moitié, c'est des études randomisées contrôlées, donc c'est des études qui sont très bien faites méthodologiquement, mais il y a aussi 20%, c'est juste un cas clinique. C'est quelqu'un qui a dit « Ah, moi j'ai fait ça et ça a bien marché ». Donc on est content, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on va fonder nos pratiques. C'est quelque chose sur lequel on va réfléchir, notamment pour de futures recherches, mais on n'y fonde pas nos pratiques. Les échantillons sont très variables, donc il y a des rapports de cas, donc c'est une personne, et le plus gros échantillon, c'est 580. Élément important, on s'occupe dans ces études de femmes jeunes. Donc l'âge médian est autour de 30 ans dans les études, et c'est 87% la médiane des échantillons des femmes. Donc c'est des femmes jeunes dont on s'occupe. Donc il faut l'avoir en tête, il y a comme, je dirais, un biais. Alors, à quoi s'intéressent les chercheurs dans ces publications? Vous avez les différentes colonnes. La première, c'est la psychothérapie. Donc, vous voyez, c'est surtout là-dessus qu'on fait des recherches. Alors, moi, ça me rappelle, je crois que c'était Coluche qui disait ça, le gars qui cherche ses clés sous le lampadaire. Mais pourquoi tu les cherches sous le lampadaire? Mais parce qu'il est allumé, mais tu les as perdues là. Non, elles sont tombées ailleurs. C'est vraiment, on a une attraction pour la psychothérapie, c'est là où on recherche, mais il faut savoir que c'est là où on a déjà le plus de données, le plus haut niveau de preuves. Donc, c'est pas si sûr que ce soit là-dedans qu'on fasse les plus grandes avancées, les plus grands breakthroughs en termes d'innovation. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher en psychothérapie, il faut le faire, c'est pas ce que je veux dire, mais si on veut vraiment faire des changements de paradigme, c'est pas sûr que ce soit de ce côté, parce c'est là où on a le maximum de données. Les médicaments, donc ça c'est toujours une maladie des psychiatres d'essayer des médicaments, donc c'est la deuxième source de recherche. Et puis la neuromodulation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la neuromodulation, ça va être vraiment le moment de savoir que ça existe. Et c'est en train de prendre une place dans le champ du trouble de personnalité. Je parle toujours d'innovation, hein. Je ne parle pas de pratique clinique dès aujourd'hui, mais en termes d'innovation, c'est un champ qui est en train de monter. Et puis les outils digitaux, donc ça va être les applications, les choses en ligne, tout ça. Donc vous voyez, ça c'est plutôt à la ramasse en termes de nombre d'études d'innovation. Les durées d'intervention, on voit qu'il y a des interventions en une séance, et puis les plus longues sont à 2 ans.
Et la médiane, c'est 13 semaines. Médiane, ça veut dire que la moitié des études, c'est moins de 13 semaines, l'autre moitié, c'est plus de 13 semaines. Autrement dit, la communauté est en train de chercher des interventions qui sont plutôt brèves. On cherche on a un focus d'intérêt sur quelque chose qui va permettre des changements plus rapides. Quand on regarde les cibles, qu'est-ce qu'ils étudient, les collègues? Donc ça c'est un camembert. Vous savez comment on appelle les camemberts au Québec? C'est une tarte. Donc ça c'est une tarte. Donc la première grosse part de la tarte c'est les symptômes. Donc les chercheurs, ce qu'ils veulent, c'est améliorer les symptômes. C'est le focus principal des recherches d'innovation. Puis après, c'est le fonctionnement, puis la mortalité. Et après, c'est l'impact social. Vous voyez, ça intéresse beaucoup moins en termes d'innovation. Donc l'innovation, c'est d'abord à essayer d'améliorer les symptômes. Moi, ça m'embête un peu parce que c'est le truc dont je sais qu'il s'améliore spontanément chez 80% des patients. Et c'est pire que ça, parce que là, je vous ai mis, quand on met tous les critères ensemble, mais si je prends le premier critère, ce qu'on appelle le critère de jugement principal, alors là, c'est écrasant, c'est quasiment que les symptômes qu'on vient regarder comme critère de jugement principal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les symptômes, hein, mais c'est ça qu'on regarde surtout, alors qu'il y a d'autres dimensions à prendre en compte. J'ai fait une synthèse de ce qui se passe du côté de la psychothérapie. C'est infernal de vous faire une synthèse parce que c'est là où il y a le plus de publications. Donc j'ai fait comme un choix éditorial. Il y a des chercheurs, ce qu'ils essayent de faire, c'est de jouer sur la durée. Dans les années précédentes, on avait beaucoup essayé de raccourcir, de faire de la TCD plus brève. À Genève, ils font ça depuis longtemps, de faire de la mentalisation plus brève, de faire du GPM plus bref, du General Psychiatric Management. C'est l'atelier qu'animera Martin, le premier atelier cet après-midi. Donc il y avait ces stratégies. Et là, on se dit, tiens, mais peut-être qu'il faut rallonger. Et notamment, j'ai bien aimé l'étude de Solaire parce qu'il s'intéresse à des gens, on a fait de la thérapie et ça ne marche pas. Et moi, à mon avis, ça devrait être un focus de recherche extrêmement important. Mais quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, je suis désolé, ça ne marche pas, bye bye. Non, il faut qu'on ait des solutions. Donc, il faut que la communauté de recherche s'y colle. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc, les résultats sont mitigés. Puis c'était une étude juste pour voir si ça était bien acceptable. Et c'était une étude où ils mélangeaient des techniques de TCD et de psychologie positive à la suite d'une prise en charge de TCD régulière. Il y en a qui travaillent sur les comorbidités. Donc, une des comorbidités sur laquelle je nous invite à avoir beaucoup d'attention ces temps-ci, c'est le trouble stress post-traumatique. Parce que ça, c'est une histoire amusante. Louisa, peut-être, me contredira tout à l'heure, et ce sera avec plaisir. Mais moi, je vais vous raconter comment je comprends l'histoire des traumas. Initialement, on disait, dans notre communauté TP, ne traitez pas les traumas, traitez le trouble de personnalité, stabilisez les gens. Quand ils ont une bonne régulation émotionnelle, qu'ils ont des bonnes relations, là, vous pouvez aller au trauma. Et en général, quand on était prêt à aller au trauma, on leur disait au revoir, on n'a plus de ressources, débrouillez-vous. Donc on les stabilisait, puis après ils se débrouillaient. Et on avait l'idée qu'il ne fallait pas toucher au trauma d'abord parce que on risquait d'avoir des comportements suicidaires, des choses graves. Donc on ne voulait pas ça, on voulait donc stabiliser la gestion émotionnelle avant d'aller au trauma. Et puis, il y a eu des gens, Louisa en parlera, donc je ne vais pas insister, mais comme Arned ou Bohus qui ont dit on pourrait faire les deux en même temps. Et maintenant, on voit arriver certains qui disent non, mais on pourrait même faire le stress post-traumatique en premier. Et quel est l'avantage de faire le stress post-traumatique en premier? Premièrement, ça a un effet de validation, c'est-à-dire les gens se disent moi j'ai été abusé je ne sais pas combien de fois dans ma vie et il y a quelqu'un qui s'intéresse à ça. J'ai l'ordinateur qui s'est arrêté, je suis censé être inquiet. Donc l'intérêt, c'est ça. Et le deuxième intérêt, c'est que le stress post-traumatique, il se traite assez rapidement. Donc on peut avoir des gains cliniques assez rapides. Et comme on le disait juste avant, le stress post-traumatique, c'est un facteur de mauvaise évolution. Donc traiter le stress post-traumatique en premier, ça plaît à l'esprit.
J'insiste, on est dans l'innovation, là je ne vous dis pas qu'il faut le faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder et il y a des équipes qui le regardent. Donc j'ai mis une publication avec le MDR pour ceux qui connaissent, donc c'est une des stratégies qui est validée pour le trauma. Et puis moi j'attends beaucoup de nos amis de Caen là, qui nous produisent des données sur le traitement du stress post-traumatique en premier comme stratégie thérapeutique pour le TPL. Alors j'ai oublié quel était le point d'après. Les techniques. Donc il y a aussi en termes de psychothérapie, il y en a qui se sont intéressés à valider telle ou telle technique isolée. Vous voyez, quand on fait par exemple la thérapie comportementale et dialectique, dans la TCD, je ne sais pas, mais il doit y avoir une centaine d'outils qui sont utilisés. Il y a plusieurs modalités, le groupe, l'individuel, le coaching téléphonique, l'intervision, etc. Donc il y a plusieurs modalités, il y a plein de choses qui sont faites et peut-être qu'il y a des choses qui servent à rien là-dedans. Donc depuis tout le temps, les chercheurs en psychothérapie ont regardé mais quels sont les composants actifs. Il y a même des composants non spécifiques comme l'alliance thérapeutique, etc. Et ça continue. Donc là, il y en a qui se sont intéressés à la reconsolidation mnésique, il y en a qui se sont intéressés à l'imagerie, et je vais en parler juste après. Et puis, il y a des nouvelles formes de prise en charge, de thérapie, et il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention, c'est la thérapie d'aventure. Donc là, on prend les gens, on les met à l'extérieur et puis on fait des activités qui vont avoir une valeur psychothérapique parce qu'on va faire quelque chose autour du relationnel, on va pouvoir mobiliser les fonctions exécutives avec des résolutions de problèmes, etc. On va pouvoir faire de la régulation émotionnelle mais en live à l'extérieur. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude où ils ont utilisé des paramètres, ils sont allés regarder des paramètres psychologiques. Donc, quelle est l'influence sur les symptômes du trouble de personnalité limite? Mais ils sont aussi allés regarder est-ce que ça a des effets sur la sphère métabolique. Et donc ça, je suis super content parce qu'enfin des chercheurs qui s'intéressent à la fois aux aspects psychologiques et aux aspects physiques de façon concomitante et qui proposent des solutions concrètes pour adresser les deux. Donc dans leur étude, nos amis espagnols, si je ne fais pas d'erreur, ont eu des effets positifs à court terme et des effets négligeables à long terme dans leur étude. Ils en concluent que si ça ne marche pas à long terme, c'est parce qu'il fallait le faire plus longtemps. Bon, je leur laisse la responsabilité de leur conclusion, mais c'est un nouveau paradigme, donc c'est quelque chose sur lequel je vous invite à porter attention. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation de pratique, c'est des choses qu'on voit dans la littérature. Je vous donne un exemple d'études sur des stratégies psychothérapiques. Donc là, on est avec Soljic Vasic, j'espère que je prononce approximativement bien, et on s'intéresse à l'imagerie mentale. Donc c'est quoi l'idée? C'est vous avez un déclencheur, et quand il y a un déclencheur, quelque chose qui se passe dans votre vie, ben, il y a une émotion qui arrive. Particularité dans le trouble de personnalité limite, c'est que c'est difficile de réguler l'émotion. C'est-à-dire, souvent, l'émotion peut se déclencher pour un niveau inférieur au reste de la population générale, peut être de haute intensité et surtout difficile à moduler, à baisser, ce qui amène les gens à faire des choses pas toujours efficaces. Et donc, quand l'émotion est dérégulée... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un problème technique. Et on a des comportements qui vont émerger, qui sont souvent des comportements inadaptés. Je suis en colère contre mon patron, je commence à crier sur mon patron, ça ne va pas arranger la situation. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'entre les deux, il y a une image mentale qui se forme et ils ont cherché à améliorer la situation des patients en spécifiquement faisant un travail d'imagerie mentale sur comment modifier cette image comportementale après la dérégulation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des séances de mémoire, 2 séances de 2 heures, et ils étudient ça donc, dans une étude randomisée contrôlée, et ils obtiennent des effets assez spectaculaires sur la réduction des symptômes, sur la régulation émotionnelle, bien sûr. Donc ça, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, où on voit qu'en peu de temps, on peut avoir un gain significatif. J'insiste à chaque fois, c'est une étude préliminaire, ça reste à confirmer, on ne sait pas les effets de long terme, etc. Mais c'est quelque chose à avoir en tête pour l'avenir. Au niveau pharmacologique, donc il y a plein de choses qui ont été essayées. Si je dois résumer, la star du moment, c'est la kétamine. C'est ça où on voit le plus d'études arriver. Et on le voit arriver sur les symptômes de troubles de personnalité limite et sur les comorbidités.
dont la dépression. Je suis très content parce que c'est une comorbidité qui touche 85% des personnes, si je considère vie entière. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est fréquent et qu'on peut avoir tendance à négliger parce qu'il y a une espèce de phénomène d'habituation. Donc là, on voit que c'est en train de monter, mais vous voyez, il y en a qui s'intéressent aussi aux antipsychotiques, cariprazine, brexpiprazole, clozapine ou au système opiacé. Petite parenthèse pour la clozapine, c'était la déception de la période, parce que la clozapine a montré des effets spectaculaires dans les études observationnelles sur la réduction des hospitalisations, des automutilations chez les patients qui ont troubles de personnalité limite. L'équipe anglaise de Crawford a voulu faire une magnifique étude randomisée contrôlée, mais ils ont fait leur recrutement pendant la pandémie. Donc ils n'ont pas réussi à recruter assez de patients et les résultats sont négatifs, mais on ne sait pas si c'est parce qu'il manque de patients dans le recrutement ou juste parce que ça ne marche pas. Alors ici, vous êtes dans un des temples de la neuromodulation. Donc moi, c'est pour ça que je suis venu ici. Et donc, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous vous intéressez aux troubles de personnalité limite, à mon avis, il faut quand même le garder dans le coin de l'œil. On n'est toujours pas dans l'application pratique pour traiter le TPL aujourd'hui, mais on est dans cette phase d'innovation et on voit que ça monte avec dans les nouveautés des changements de site. D'habitude, ce qu'on adore en neuromodulation, c'est le cortex dorsolatéral préfrontal. Et puis là, on est allé sur du médio-préfrontal, de l'orbitofrontal. Alors la RTMS, c'est une stimulation avec un champ magnétique. Et donc là, vous avez une photographie où on voit Jérôme Brunelin, on comprend qu'il est en pandémie, qui est en train d'appliquer une bobine sur le crâne de Marine Mondino. Donc c'est comme ça que ça se passe. Une étude décevante, Kujovic, on est en Europe de l'Est, où elle a fait du Theta Burst et de la thérapie comportementale et dialectique, et elle n'a pas eu des effets escomptés. On attendait une synergie importante, ça n'a pas été le cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la TDCS. Pourquoi ça m'intéresse, la TDCS? Parce que c'est le traitement du pauvre. Je vous en ai amené une. C'est ça, une machine de TDCS. Et celle-là, on peut la prendre à domicile. Et donc, le patient, il a juste à appuyer sur un bouton et il va faire une forme de neuromodulation avec des électrodes qui sont sur le crâne. Et on a 2 études pilotes, Molavi 2020, où en stimulant anode à gauche, on avait une amélioration des émotions. Et l'Isoni 2020, c'est l'Italie, anode à droite, on a une réduction d'impulsivité. Au niveau digital, super étude. Quand on réfléchit en termes de stratégie, eh bien, c'est comme la première ligne de traitement, parce que là, ça peut être universel. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est le modèle Priovi. Donc, c'est un modèle de thérapie des schémas en ligne, autonome. Donc, les gens se connectent et puis font leur thérapie tout seuls. Le rêve de tout directeur d'hôpital. Donc, on enlève tout le personnel, on met juste des ordinateurs. Et est-ce que ça marche ? Oui, ça a une taille d'effet faible, mais ça a une taille d'effet, donc c'est intéressant. On voit une diminution à gauche des symptômes de troubles de personnalité à 3 et 6 mois, en comparaison au traitement de comparaison. Et puis on voit un effet sur les comportements suicidaires. Donc ça, c'est quand même cool. On a un effet simplement en donnant accès à une plateforme de thérapie. Les collègues parisiens et sous l'impulsion d'Alexandra Famscotes, eux, ont testé une ligne téléphonique qui offre un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, qu'est-ce qu'ils observent? Une réduction des comportements suicidaires. Donc vous voyez, ça c'est comme un début de preuve que si on avait une ligne téléphonique nationale dédiée aux troubles de personnalité limite, on pourrait probablement diminuer les comportements auto-agressifs de ces personnes en leur offrant simplement un soutien. Connexion familiale, donc il y a de plus en plus d'études. Ce qui est intéressant dans ces connexions familiales, encore une fois, ils seront dans le hall, donc il faut aller les voir. 12 séances, 2 heures, 6 modules. Et là, on a un soutien aux familles, on a de plus en plus de données pour ça, et possiblement un effet sur les proches. Les données sont contradictoires. Je dirais que j'ai l'impression, ça c'est subjectif, c'est vraiment très subjectif, c'est mon point de vue, qu'il y a des gens chez qui c'est un game changer, ça va vraiment transformer la vie des personnes qui y participent. Puis il y a des gens qui adhèrent pas. Donc quand vous mettez tout en moyenne, ça donne plus ou moins de résultats, alors qu'il y a des gens vraiment chez qui c'est formidable. Donc en synthèse, vous voyez qu'il y a une dominante des populations occidentales, de la recherche sur la psychothérapie de la femme jeune, et surtout on regarde les symptômes. On peut regretter qu'on soit moins intéressé à la mortalité physique, qu'on soit moins intéressé aux impacts sociaux. On peut regretter qu'il y ait moins d'intérêt pour les hommes, qui sont vraiment plus difficiles à entrer en psychothérapie, en moyenne bien sûr. Il y a des populations qui sont complètement désaffectées, notamment mes collègues de gérontopsychiatrie ou de psychogériatrie, je crois on dit ici, mais ils n'ont pas d'études. Il y a des populations plus vulnérables qui ne sont pas du tout étudiées.
On s'intéresse très peu aux résistances thérapeutiques. On est plutôt sur les premiers niveaux de soins. Donc, en conclusion, les cliniciens, je vous invite à être préparés. Je vous rappelle la question que je vous disais tout à l'heure. La TCD, on a mis 30 ans à ce qu'elle commence à être implantée. Elle n'est même pas là partout. Mais s'il vous plaît, pour les prochaines innovations, soyez prêts. Commencez à avoir en tête, il se passe ça du côté des médicaments, du côté de la neuromodulation, du côté du digital, pour être prêt à les implanter. Du côté des personnes qui vivent à l'expérience, troubles de personnalité limite eux-mêmes ou leur famille, s'il vous plaît, influencez. Soyez au courant de ce qui se passe et puis dites aux chercheurs, non, mais cherche là-dessus. Cherche pas, fais pas tes affaires tout seul, cherche là-dessus. Et puis les chercheurs, sortez des sentiers battus. C'est super de continuer sur la psychothérapie, mais il y a plein d'autres choses à regarder. Puis il nous faut des médecines personnalisées. Il nous faut quelque chose qui soit plus un costume sur mesure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Keol, pour cette présentation très complète. On a une quinzaine de minutes pour les questions. Donc, dans la salle, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer le micro pour que les gens dans le chat entendent. Donc, si vous avez des questions, levez la main. Et on a également le chat pour ceux qui sont online, pour si vous souhaitez poser des questions au docteur Keol. Sachant qu'après, on a aussi la présentation du projet dont je vous ai parlé de nos deux collègues qui vont venir vous parler 2 minutes. Alors, qui veut lancer les hostilités? Les hostilités, waouh! Non, mais c'est vrai, c'est tôt le matin. Hein. La neuromodulation, qui c'est qui connaissait? Allez, on est à 60%, 50% dans la salle. Et la TDCS, qui c'est qui connaissait? Wow, vous m'impressionnez. On est à 25%, je pense. Petite question, est-ce qu'on sait un petit peu, en termes d'éducation thérapeutique, à quel point on a des programmes qui sont déposés à l'ARS pour parler du trouble borderline? Alors là, c'est pas une question à laquelle je peux répondre, à l'ARS, parce que moi je travaille au Canada, donc je suis moins familier avec comment ça se déploie. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des FIOP qui se déploient à Lyon, par exemple, où ils ont obtenu le financement et fait des transformations. J'en ai vu à Caen, Montpellier, ça fait longtemps. Nîmes est en développement, vous aurez toute l'après-midi pour en parler. Mais s'il y a quelqu'un qui peut mieux répondre sur ce que nous dit l'ARS. Et les 2 personnes que vous voyez là-bas, que je dénonce, c'est nos amis de Guide Your Mind qui font un jeu. Ils sont dans la salle 3 pendant les pauses, donc dans pas longtemps, vous pouvez aller jouer avec eux. Vous aurez un jeu TCD. Ils vont présenter juste après. Ouais. Pour répondre à la question, alors l'ARS, ils sont pas au courant de grand chose de toute façon de manière générale, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'il y a un vrai mouvement sur l'éducation thérapeutique, sur la psychoéducation. Il y a des preuves très solides sur l'importance d'éduquer beaucoup en groupe les patients avec un trouble de personnalité borderline. On sait que ça marche, on sait que ça aide et que ça aide assez rapidement d'ailleurs, ne serait-ce qu'en termes de compréhension des troubles et puis aussi en termes de communication auprès des proches. Maintenant, l'ARS, ils ne sont pas totalement au courant, mais via les FIOP qui ont été eus dans toutes les villes que tu as citées, ça commence à changer, mais de toute façon, ça passera aussi par les médias et par tout un tas de choses pour que les politiques s'y intéressent un peu plus précisément. Il y a aussi un FIOP à Strasbourg. Hein. Vous aviez un FIOP, j'ai pas cité Strasbourg, hein, donc de nom. Oui, juste pour compléter, merci de ta présentation. Pour compléter, les FIOP, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est en fait. C'est les fonds d'innovation et d'organisation en psychiatrie. En fait, c'est des budgets qui sont développés sur le territoire aujourd'hui, sur des projets originaux, avec l'idée au bout de 3 ans, si ça fonctionne, qu'ils soient pérennisés. Donc, c'est ouvrir des nouvelles lignes de soins. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y en a près d'une dizaine sur la dimension du TPL qui viennent de se créer, qui sont créés. Tu n'as pas cité aussi Toulouse, qui sont présents. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, on voit que du coup, du côté des ARS, il commence à voir arriver ces projets qui vont se pérenniser et donc des lignes de soins spécifiques qui vont se créer. Alors qu'avant, les patients qui souffraient de TPL, ils étaient pris en charge dans les systèmes, dans les secteurs classiques et pas forcément avec les compétences. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des entités qui se développent dans ce cadre-là. Donc, il y a une avancée. J'ai juste une remarque pour la TDCS. Tu as bien vendu, tu as montré la machine.
Attention, hein, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des appareils de neurostimulation transcrânienne électrique. Ils n'ont pas du tout le capacitaire pour pouvoir faire les stimulations que l'on va faire dans le cadre de protocoles de recherche. Donc fiez-vous à des équipes parce qu'à un moment, la FDA a posé une question aux chercheurs en leur disant mais pourquoi les gamers mettent des électrodes sur leur tête et passent des journées entières avec ces électrodes parce que ça optimisait leur fonction cognitive. Au bout d'un moment, on ne sait pas ce que ça donne. Donc il faut faire très attention, c'est des dispositifs médicaux. Merci de la remarque. Hein. La TDCS, on est sur l'innovation. Encore une fois, il n'y a aucun guide dans le TPL, à ma connaissance, qui le recommande. Hein. Bonjour, Agnès Gelbert-Miamont. Moi, je suis une proche. Ma fille est atteinte de troubles de la personnalité borderline sévère. J'ai une question concernant. Vous avez fait une liste des travaux de recherche. Alors, je ne suis pas une spécialiste, je suis une proche. Donc, peut-être ma question est un peu de béotienne, mais il me semble que vous avez fait en fait ce survol sur les recherches au niveau médical thérapeutique, mais il y a un volet en fait dont vous avez parlé brièvement, c'est le volet psychosocial, on va dire. Est-ce que vous avez aussi pu identifier des recherches plus de type psychosocial sur la question de la réhabilitation sociale? Peut-être que le projet Aventure, le programme Aventure dont vous avez parlé, ce serait dans ce cadre-là. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que vous n'avez pas en fait survolé ce volet plus social, plus travaillé sur la remotivation, le projet de vie, etc. Oui, il y a beaucoup de choses qui se... Alors là, on a fait une méthodologie de recherche qui fait qu'on sélectionne tel article sur telle période. Et donc, il y a des choses qui sont sous le radar, qui apparaissent pas, et pourtant qui existent. Donc, je vous remercie pour la question. Ça permet d'en parler. Et je vous remercie comme personne qui a de l'expérience de venir. Et de venir et de prendre la parole. C'est ça que je disais, on a besoin d'être tous ensemble. Alors pour répondre sur le fond, sur la question, il y a plein d'équipes qui s'intéressent à ça. Ça apparaît pas dans nos publications là qu'on a retrouvées. On a bien sûr en Suisse, on a Julie Desrosiers qu'on attendait ici, qui n'a pas pu venir. Donc il s'intéresse beaucoup au fonctionnement des personnes qui ont un trouble de personnalité limite. Sur Montréal, on a Nadine Larivière qui travaille sur un projet qui s'appelle Biwi, qui est un projet pour aider les personnes à maintenir l'emploi. Parce que quand vous avez un trouble de personnalité limite, l'emploi, c'est tout un défi. Parce que vous avez beaucoup d'émotions au cours de la journée. Il y a un risque qu'il y ait des conflits avec les autres. Ça fait partie, c'est vendu avec. Hein, c'est des difficultés dans les relations, des habiletés relationnelles. Et puis, du coup, c'est très épuisant le travail. Parce que toutes les journées sont un défi. Donc, maintenir un emploi, c'est tout un défi. Donc, on a des équipes qui travaillent là-dessus. On a des équipes qui vont travailler plus sur les aspects neuropsychologiques. Donc, vous avez Clémentine Estric qui va nous sortir une étude sous peu. Elle m'a dit la semaine prochaine, je crois qu'elle publie. C'est ça ? Non, pas tout à fait. Mais prochainement, vous allez avoir une étude, c'est Nîmes, là, où on s'intéresse plus au fonctionnement neuropsychologique. À Toronto et Montréal, on s'intéresse aussi à ça. On a fait des premiers travaux où on essaye d'améliorer les fonctions neuropsychologiques pour améliorer le fonctionnement global des patients. On s'intéresse aussi à la TDCS par rapport à ça. Comme le disait le professeur Poulet, vous avez des gens qui s'amusent à se booster avec des trucs qui ressemblent à la TDCS, mais parce qu'en fait, il y a un effet pro-cognitif, donc on a un effet sur les fonctions exécutives, donc on pourrait avoir un effet là sur le fonctionnement des personnes. Voilà spontanément les éléments où il y a plein de gens qui s'y intéressent sur ce volet de comment mieux vivre dans la société, mais dans notre étude, on les trouvait très peu. J'ai l'impression que c'est encore l'émergence de l'émergence, quoi. C'est en train d'arriver. On va poursuivre avec d'autres questions. Je me permets juste de compléter ce que vous disiez très pertinemment. Et effectivement, c'est un enjeu important, il me semble, la question de la réhabilitation psychosociale dans les questions de troubles de personnalité. Aussi parce qu'on a un énorme écart entre la rémission symptomatique et le rétablissement personnel des personnes qui à 10 ans, évoluent pas forcément positivement de la même manière à ce niveau-là. Donc je me permets de saluer
à titre professionnel et personnel toutes les personnes qui s'investissent dans l'ensemble des actions favorisant la réhabilitation des personnes qui vivent avec un trouble de personnalité. Et j'abonde dans votre sens. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire aussi à ce niveau-là. Je pense qu'on a une conception de ce qu'est la sévérité d'une pathologie, du coup, qui implique qu'on ne propose pas toujours ces soins-là à ce type de population. Je pense qu'aujourd'hui, on en revient de plus en plus, et c'est un petit peu ce que vous disiez en début d'intervention. Et je me réjouis de voir que ça évolue. Mais il y a des initiatives. Oui. Attendez. J'en profite pendant que le micro se déplace. J'avais oublié la paire aidance qui s'est envoyée en Argine. Je me dis, oups là, c'est comme Toulouse tout à l'heure ou Strasbourg, j'en oublie des morceaux. La paire aidance qui est en train de monter. Et il y a 2 publications qui sont sorties qu'on n'avait pas attrapées dans notre truc, elles sont sorties après. Une qui est faite par notamment les 2 personnes ici, Martin Blé et Argine, qui sont ici, qui commence à montrer un effet de la paire aidance, et puis une équipe australienne qui a publié récemment. Donc on a des stratégies aussi autour de ça à regarder. Et moi, je rajoute juste une petite information publicitaire. C'est que, donc, en tant que proche aidante, je lance un projet de recherche avec donc, je suis sur Genève, pardon. Donc, avec notamment Julie Desrosiers de Lausanne en ergothérapie et des psychiatres des HUG de Genève. Et on vient de faire la première réunion. Ce projet s'appelle REACT et c'est vraiment axé sur la réhabilitation psychosociale des jeunes souffrant de troubles de la personnalité borderline. Donc, ceux que ça intéresse. Bravo, et on attend avec impatience les résultats. Bonjour et merci pour votre présentation. Moi, je suis Macha Manguel, je suis infirmière en pratique avancée sur le Vinatier. Et du coup, j'avais une question plutôt sur, on parlait de connaître la TCD et d'y avoir accès, et sur comment finalement on rend accessibles ces soins spécialisés. Parce que en fait, on sait que le premier traitement, c'est la psychothérapie, mais en fait, dans les faits, dans nos services de soins, c'est très compliqué d'y avoir accès. Et l'enjeu de la formation des professionnels et de cette accessibilité qui est compliquée, est-ce que c'est des choses qui sont étudiées? Est-ce que voilà, c'est... Oui, il y a plein d'études. Est-ce qu'il y a des membres de la direction dans la salle? Des gens qui ont des postes de gestion dans la salle? C'est ça notre problème des fois, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur. Donc il nous faut arriver à convaincre, le plus souvent dans les organisations, je parle en général, il nous faut arriver à convaincre les responsables de l'organisation des soins. Et puis ça dépend des politiques d'organisation de chaque établissement, de l'importance du trouble, donc leur rappeler la prévalence, leur rappeler la sévérité. Et vous pouvez leur rappeler un 3e élément, c'est que chaque fois qu'ils investissent, chaque fois qu'ils font de la psychothérapie, ils vont gagner de l'argent. Et ça coûte bonbon de passer aux urgences, ça coûte très cher. Donc chaque fois que vous mettez en place un système de soins, on a les données pour ça, on va faire économiser au système. Donc la difficulté, c'est d'arriver à convaincre les gens. Souvent, ce qu'on observe, c'est que ça passe par un leadership très fort. Parce qu'il va y avoir un leadership soignant. Il y a quelqu'un qui dit non, ça suffit maintenant, on va mettre en place des choses et qui va porter le projet. Et ce qu'on observe, malheureusement, c'est que des fois, les choses s'effondrent quand le leadership s'en va ou quand le leadership s'épuise. Donc, ce qu'on observe, on a des papiers là-dessus, c'est bien s'il y a un leadership qui vient amener la connaissance, qui dit non, il faut que ça change, il faut qu'on change nos pratiques, etc. Puis après, il faut se mettre en gagne, il faut être plusieurs là pour porter le projet et puis s'armer d'outils pour convaincre l'administration que c'est le bon endroit où placer de l'argent, des ressources, pardon. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais c'est les leviers d'action. Mais c'est souvent difficile d'avoir l'oreille des organisateurs. Voilà. Si je peux juste rajouter un point sur ça, je fais un peu la pub pour les modèles généralistes. Cet après-midi, on a un atelier sur les modèles généralistes qui sont en fait des nouvelles approches, parce que ce constat qui est qu'on a des thérapies qui marchent, mais qu'il y a un énorme gap entre, c'est très bien, on fait de la thérapie, mais en fait, en pratique, personne n'y a accès.
Il a été fait depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, bientôt aux États-Unis. Et donc, en fait, il y a eu un mouvement de développement d'approches beaucoup plus simples, beaucoup plus généralistes, beaucoup plus flexibles et applicables. Et en fait, que n'importe qui peut mettre en place dans sa pratique. Ça va, et ça répondra à une question qui était notée sur le chat qui disait « Il y a un énorme manque de professionnels formés à la TCD en province, pourquoi ne pas ouvrir la formation de TCD aux psychopraticiens certifiés et non pas qu'aux psychiatres et aux psychologues ?» En fait, il ne faut pas résumer, et Lionel l'a bien démontré, il ne faut pas résumer la prise en charge des patients borderline à la TCD ou à la thérapie basée sur la mentalisation. Il y a énormément d'approches, notamment des approches généralistes qui ont montré une efficacité bonne, voire équivalente. Et en fait, la réalité, c'est que tout le monde peut prendre en charge avec des principes simples et des adaptations dans la posture, dans ce qui est proposé en termes de soins, dans ce qui est proposé en termes d'accompagnement, centré sur le retour à l'emploi, etc. En fait, en pratique, on peut le faire et on doit avoir, effectivement, si on peut avoir un modèle psychothérapique spécialisé, c'est encore mieux, et des leaders d'opinion, c'est encore mieux. Mais en fait, il ne faut pas attendre ça, parce que si on attend ça, bah, en fait, on attend des années. Et le truc, c'est qu'on a des outils aujourd'hui, et je vous encourage à venir à mon atelier. Oui. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils qui sont très disponibles, que ce soit ceux qu'on va présenter cet après, mais plein d'autres. Et il ne faut pas s'arrêter juste aux thérapies spécialisées. La psychothérapie, ça ne s'arrête pas là, même si c'est le gold standard, c'est le best. Il vaut mieux moins que rien. Il y a une question dans le chat du coup sur la thérapie basée sur la thérapie des schémas qui reste encore assez méconnue. Une personne qui demande est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que la thérapie des schémas et comment trouver un praticien? Alors ça, c'est la thérapie des schémas. Moi, c'est une de mes chouchous. Formé, mais je pratique pas. Moi, je pratique pas la thérapie des schémas parce que c'est dans les modèles organisationnels dans lesquels je suis, c'est moins adapté. Donc là, on va s'intéresser donc aux émotions, aux comportements, aux cognitions, aux façons de penser, et on regarde comment les gens ont appris des choses dans l'enfance. Ils ont appris, dans telle situation, je me fais abandonner, donc voilà, je me fais abandonner tout le temps, donc je ne vaux pas la peine qu'on s'intéresse à moi. Ils apprennent des choses comme ça dans l'enfance, puis ils vont garder ces idées à l'âge adulte et qui sont complètement erronées. C'est-à-dire c'est des idées qui n'ont plus lieu à l'âge adulte. Ils pensent comme avant, j'allais dire, alors que quand vous êtes enfant, vous avez peu de capacité d'influence sur votre environnement, alors qu'à l'âge adulte, vous avez une capacité. Donc on va regarder ces façons de penser et on va chercher à les modifier. La thérapie des schémas a des études très solides quant à son efficacité. C'est une thérapie, moi, que je trouve intéressante, notamment en libéral, parce que c'est une thérapie qu'on peut faire en 1 à 1. C'est une thérapie qui est peut-être un peu plus longue, très bonne alliance thérapeutique avec les patients. Les patients en général aiment beaucoup ce type d'approche. Et c'est une thérapie qui va pouvoir s'adapter c'est comme du sur-mesure. On va s'intéresser à tous les types de schémas dysfonctionnels chez la personne et on va faire ainsi une approche qui est peut-être plus personnalisée. Il y a une pointe psychodynamique dans cette thérapie qui est une thérapie intégrative comme la plupart. Je suis en train de partir sur une vrille. Je ne sais plus quelle est la question. J'espère avoir répondu. C'était de présenter la thérapie des schémas. Bon, ben voilà. Et pour les thérapeutes, parce que la fin de la question c'était où est-ce qu'on peut trouver un thérapeute? Oui, sur Internet, vous allez trouver, il y a le site international de thérapie des schémas où vous avez tous les thérapeutes certifiés qui sont listés. En France, il y a aussi un site, mais je ne sais pas si quelqu'un le connaît dans la salle. À une époque, le leader en France, c'était Firouzeh Mehran, mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et il y avait quelques thérapeutes qui étaient certifiés. Possiblement que dans le cours francophone, il y a une introduction à la thérapie des schémas et possiblement que le formateur a mis le lien pour trouver les thérapeutes. C'est une thérapie qui est un peu compliquée à faire, donc je vous invite à prendre quelqu'un qui a une bonne formation. Elle est un peu complexe. Merci Lionel. On va devoir s'arrêter là pour les questions. On a la pause, mais juste avant, je voudrais donner la parole au docteur Élie Usan et à Mme Jeanne Daniel, qui sont psychiatres et psychologues respectivement à Lille, du coup, qui vont vous présenter leur projet extrêmement innovant de jeu, comme le disait tout à l'heure le docteur Keol, et qui sont en salle 3. Je vous laisse présenter.
Merci beaucoup, docteur Blé. Un immense merci donc au professeur Kayel de nous avoir invités ici. C'est vraiment un honneur pour nous. Vous êtes parmi les premiers à qui on présente ce projet. Donc moi, je suis le docteur Élusan, je suis psychiatre au Centre Expert Dépression Résistante au CHU de Lille. À Lille, il y a très peu de personnes qui vraiment portent la TCD. Je pense au docteur Verapa, au docteur Porte, hein, qui vraiment porte le flambeau au CMP à Aubourdin, donc à Lille. Et puis nous, depuis plusieurs années, ça fait 6 ans qu'on pense ce jeu pour vraiment les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline. Et je suis accompagné donc de Jeanne Danel, qui est psychologue et qui m'accompagne sur ce projet. Je te laisse peut-être en dire un petit mot. Ah oui. Bonjour à tous. Oui, du coup, on est très content de venir à Lyon et de découvrir aussi le Vinatier. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup Lionel de nous avoir invités. Ça fait un moment qu'il nous a proposé de venir. Il a aussi gentiment proposé de nous inviter à Montréal. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, mais avec plaisir. Du coup, oui, on est très content de pouvoir vous présenter notre jeu sur lequel on est depuis un moment. Moi également, je travaille dans le domaine des troubles de l'humeur résistants. Et initialement, je n'étais pas spécialisée sur le trouble borderline, mais je n'ai pas pu m'empêcher de constater que beaucoup de mes patients, bipolaires résistants ou dépressifs résistants, avaient une comorbidité du trouble borderline. Donc je me suis rendu compte que si je faisais l'impasse sur ces patients-là, finalement, je n'avais pas une bonne efficacité dans la TCC que je proposais. Donc voilà. Je me suis spécialisée en EMDR par la suite et puis j'ai fait la rencontre d'Elie dans le cadre du travail. Et puis on a bossé sur ce jeu qui était initialement son projet de thèse. Et voilà. Donc nous, notre souhait, c'est de vous proposer de tester un petit peu dans une salle tranquillement. On sera dans la salle 3. Et peut-être de pouvoir avoir vos premiers avis. On ne le commercialise pas encore, ce sera plutôt un projet sur la fin d'année, mais déjà avoir vos petits retours et puis pouvoir vous rencontrer et discuter avec vous nous fera très plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup.